Et nous allons maintenant accueillir notre premier conférencier, Olivier Tinland. Olivier Tinland est directeur de la MSH Sud. Et en amont des 3 tables rondes qui vont se dérouler aujourd'hui, nous souhaitions nous mettre d'accord sur des termes, ou en tout cas explorer chacun des termes du sujet sur les sciences, la responsabilité, l'engagement. Et donc Olivier va faire une conférence de cadrage qui nous servira de fil conducteur pendant ces 3 tables rondes. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous, Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Voilà, je tenais d'abord à remercier les responsables de l'antenne Montpellier-Rennes du collège de m'avoir confié la lourde tâche d'ouvrir cette journée. Alors, loin de moi l'idée de vouloir anticiper sur ce que des gens beaucoup plus compétents que moi vont raconter ensuite. Voilà, je voudrais simplement vous proposer une ouverture, un peu comme on fait une ouverture d'un opéra, en glissant simplement quelques motifs musicaux, quelques thèmes qui se trouveront sans doute repris sous une forme modulée, transformée dans la suite des propos. Donc, pour peu qu'un enseignant-chercheur ou une chercheuse réfléchisse à son engagement, que son institution tutélaire l'incite plus ou moins fermement à le faire, pour peu qu'il ou elle se demande dans quelle mesure il ou elle peut être qualifié d'enseignant ou de chercheuse engagée, il ou elle se retrouve un peu dans la même situation que le passager d'un train. Donc Patrick avait une métaphore automobile, moi j'ai choisi le train, plus écologique, voilà. Donc l'enseignant ou la chercheuse se retrouve un peu dans la même situation que le passager d'un train qui va quitter la gare et qui démarre lentement sans faire de bruit. Ce passager, l'espace d'un instant, ne sait pas au juste si c'est son train qui bouge ou si ce sont les autres trains sur les autres quais qui sont en mouvement alors que le sien demeure immobile. Nous avons tous eu cette petite expérience au départ d'une gare. Ce vertige fugace qui saisit le passager, qui est bientôt dissipé quand le train sort de la gare pour restaurer le contraste plus rassurant entre un paysage statique d'immeubles, de prairies ou de forêts et le mouvement du train qui s'atteste désormais sans ambiguïté par le ressenti des frottements et de secousses sur les rails. Ce vertige, nous pouvons l'éprouver plus durablement quand nous nous interrogeons sur notre engagement, ou plutôt sur nos engagements, dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. Est-ce nous qui sommes engagés, ou est-ce la société à laquelle nous appartenons et les institutions qui nous entourent qui sont engagées? Qui bouge? Qui est immobile? Y a-t-il seulement quelque chose qui soit immobile? À moins que tout bouge en même temps, dans la même direction ou dans des directions différentes. Autrement dit, comment faire la part de son propre engagement dans un monde qui est lui-même saturé d'engagements préexistants et multidirectionnels? Alors, les discussions habituelles sur l'engagement des enseignants et des chercheurs présupposent généralement qu'à la manière d'un piéton qui serait resté sur le quai de la gare, immobile, et qui verrait partir le train sans être monté dedans, nous disposerions d'un référentiel stable pour déterminer et évaluer cet engagement. En faisant preuve d'un peu de jugeote, d'un peu de lucidité, nous serions censés pouvoir avec certitude faire la part de qui s'engage et de qui ne s'engage pas, et de qui s'engage dans telle direction ou dans telle autre, à la manière dont le piéton immobile sur le quai, qui n'a pas embarqué dans le train, sait sans aucun doute possible si le train bouge ou pas. Mais rien n'est moins sûr. Nous autres, enseignants et chercheurs, nous sommes placés dans une double incertitude. Non seulement nous ne savons pas exactement si nous devrions nous engager ou pas, et si oui, dans quelle direction, mais, deuxième incertitude, nous ne savons même pas non plus si et dans quelle mesure nous sommes actuellement engagés, faute de disposer d'un cadre de référence suffisamment stable, suffisamment objectif et neutre pour déterminer notre position et notre mouvement par rapport à ce qui nous entoure. Alors, pour illustrer cette petite idée, on pourra distinguer, pour simplifier, 3 cas possibles. Il y en a sans doute d'autres que vous pourrez imaginer. Le chercheur militant, le chercheur abstinent et le chercheur schizophrène. Alors on va voir non seulement que chacun des cas est problématique au premier niveau, est-il légitime de s'engager ou pas,
Mais chacun des cas est problématique aussi au second niveau. Est-on vraiment engagé ou pas? Et à quoi est-on engagé au juste? Alors prenons le premier cas. C'est celui qui, dénonçant l'hypocrisie et la tiédeur des intellectuels en chambre qui dissertent sur l'engagement sans jamais s'engager, c'est celui qui consentirait à s'engager pleinement, concrètement, avec une certaine sincérité, mais au risque de son impartialité et de son objectivité. Cette figure, ce serait celle donc, que j'appellerais celle du chercheur militant, qui applique à la recherche scientifique les règles et les critères de l'action politique, qui est fort de la conviction démystificatrice, selon laquelle le jeu scientifique, au fond, c'est un jeu de dupes qui dissimule la nature toujours déjà engagée de toute parole officiellement désengagée. La science, de ce point de vue, ne serait que ce que Louis Althusser nommait la lutte de classe dans la théorie, donc un champ de force traversé par des conflits extra-scientifiques, économiques, sociaux, politiques, où les moyens employés pour parvenir à ces fins ne seraient pas en dernière instance scientifiques, mais relèveraient d'une instrumentalisation de la recherche au profit de finalités d'emblée posées comme extérieures au champ scientifique. La dérive inhérente à cette première figure consiste évidemment dans une subordination unilatérale des normes de la recherche scientifique aux impératifs de l'affrontement politique. Tout ce qui fait le prix de la recherche, la nuance, la pondération, le souci de donner voix à des positions adverses, l'exigence de précision et d'adéquation aux faits, l'exigence aussi de savoir parfois penser contre soi-même à des fins de lucidité, de probité, tout cela risque de passer par pertes et profits en raison du primat de la praxis politique, de la nécessité de choisir une position contre l'autre et de réduire la position adverse à néant par tous les moyens possibles, au motif non seulement qu'elle est fausse, mais qu'elle est condamnable sur le plan politique. Cette première figure, donc du chercheur militant, peut se prévaloir d'une forme de lucidité sur les enjeux extra-scientifiques de la recherche. Mais elle peut aussi donner lieu à une réduction du champ scientifique au champ politique. Tout est politique, ce qui veut dire que plus rien, au fond, n'est vraiment scientifique. Le chercheur militant court le risque de devenir un militant tout court et s'expose aux critiques de la deuxième figure de l'engagement que je vais évoquer à présent. Le second cas, c'est celui de ce que j'appellerais l'intellectuel abstinent et impartial. C'est le cas du chercheur qui est révulsé par les excès de la figure précédente du chercheur militant et qui entend défendre fermement l'autonomie du champ scientifique, qui croit becs et ongles à la sacro-sainte neutralité axiologique, donc à l'idée selon laquelle la science, avec un grand S, serait incompatible avec tout engagement, toute valeur, toute perspective personnelle ou collective, susceptible d'entacher son propos d'une partialité forcément coupable. Le point de vue scientifique, ce serait le point de vue de nulle part, un point de vue sans point de vue, dans lequel le jeu du chercheur s'annulerait comme par magie, pour se fondre dans l'anonymat et l'impersonnalité du savoir universel. Il suffirait du moindre parti pris, de la moindre opinion énoncée en première personne pour faire s'effondrer l'édifice scientifique et pour rabaisser le chercheur au rang infâme d'idéologue ou de militant. La science ne pourrait et ne devrait être que désengagée. Elle ne devrait être que le pur miroir du réel qui ne saurait être teinté d'une quelconque norme, valeur ou intérêt. L'objectivité serait garantie par l'absence de toute subjectivité, par le retrait miraculeux du chercheur à l'égard de sa propre activité de connaissance. Le scientiste naïf, qui est ce deuxième cas, se croyant immunisé contre tout jugement de valeur, aura alors beau jeu de distribuer les anathèmes à ceux qu'il suspecte de ne pas s'en tenir à ce puritanisme intellectualiste. Il oscillera entre la bonne foi de celui qui s'illusionne sur la supposée pureté de ses intentions et la mauvaise foi de celui qui repeint opportunément ses propres engagements tacites aux couleurs du désengagement pour se donner moyen de vilipender les engagements opposés. La naïveté se renverse alors en hypocrisie, puisque la prétendue neutralité n'est alors qu'une posture stratégique, un leurre, un mensonge à soi ou aux autres. Comme on le sait, c'est le propre des discours dominants de se parer des atours du discours neutre, objectif, au-dessus de la mêlée. Ce qui nous conduit au troisième et dernier cas. Ce cas, c'est celui qui émerge de plus en plus dans le contexte actuel, notamment chez les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses, sur fond de crise écologique. On pourrait le qualifier de
cas de schizophrénie morale et intellectuelle. Dans la mesure où cette figure, ce cas, consiste dans la juxtaposition, dans une même conscience, la juxtaposition non maîtrisée de la posture de la neutralité axiologique et de celle du chercheur engagé. C'est le fait de se vivre comme scindé entre deux tendances qu'on n'arrive pas à réconcilier de manière satisfaisante. Contrairement à la duplicité ou à l'hypocrisie des figures précédentes, ce cas, donc de schise, de division interne du chercheur, incarne une forme de sincérité indécise, divisée, volontiers mélancolique, en tension entre les deux pôles de l'engagement et de l'idéal de neutralité axiologique. Il concerne par exemple des chercheuses et des chercheurs qui travaillent en écologie scientifique et qui ne parviennent plus à rester insensibles aux signaux d'alarme qui émanent du GIEC ou de leurs propres travaux. Ces personnes se retrouvent soumises à une forme de double bind, de double injonction, qui implique des postures considérées comme contradictoires, héritées des deux figures précédentes. D'un côté, la posture du chercheur visant scrupuleusement à l'objectivité scientifique, de l'autre, la posture du militant impliqué dans des mouvements comme Extinction Rebellion, Greenpeace ou les soulèvements de la Terre. Contrairement aux autres, cette figure est traversée par une forme d'inquiétude, d'instabilité, de mauvaise conscience. Elle a intériorisé l'exigence d'objectivité scientifique, elle a intériorisé l'interdit de confondre recherche et engagement, mais elle éprouve tout de même la nécessité de transgresser cet interdit, sans pour autant disposer d'une justification rationnelle, satisfaisante pour opérer cette transgression, du moins si elle veut rester fidèle à son ethos scientifique. Je n'ai pas le droit de m'engager, mais j'ai le devoir de m'engager. Telle est la petite musique qui s'installe peu à peu dans le fort intérieur de cette figure. D'où l'émergence d'une figure de Janus à deux visages, tiraillée entre deux formes d'engagement. D'un côté, l'engagement rationaliste, scientifique, à connaître la réalité telle qu'elle est, les faits, disait Patrick. De l'autre, donc à connaître la réalité telle qu'elle est, avec ce que cela suppose de rigueur méthodologique, de souci d'objectivité, de respect des faits et des contraintes rationnelles en termes d'argumentation. Et de l'autre, l'engagement militant qui assume un parti pris, une forme d'urgence, une subjectivité impliquée dans des valeurs, des intérêts, des combats, qui retrouve l'exigence d'être en prise avec le réel, mais d'une autre manière que celle du scientifique, celle qui impose la pratique concrète, dont les exigences sont bien différentes de celles de la connaissance scientifique, telle qu'on la définit ordinairement. Donc cette troisième figure incarne ce que Hegel aurait nommé une conscience malheureuse, une conscience tiraillée entre deux loyautés, scindée entre deux versants aussi indispensables qu'irréconciliables. Alors, par-delà leur divergence, ces cas se caractérisent tous par une incontestable difficulté de rendre compte de manière précise de ce que veut dire être engagé quand on pratique l'enseignement et la recherche scientifique. À quoi s'engage-t-on quand on fait de la recherche? À quoi est-on déjà implicitement engagé, avant même de vouloir s'engager explicitement pour telle ou telle cause? En quoi pourrait bien consister le désengagement nécessaire à toute recherche digne de ce nom? Et un tel désengagement, une telle distanciation, est-elle forcément incompatible avec un engagement pratique ou politique? Faut-il distinguer entre l'arène scientifique, où l'objectivité est de mise, et l'arène politique, où la subjectivité militante pourrait trouver sa place? Faute de prendre la mesure de la diversité et du poids de nos engagements, nous peinons décidément à trouver une boussole afin de définir un cap viable dans la difficile tentative de trouver un équilibre satisfaisant entre notre attachement à l'objectivité de la recherche et notre investissement personnel dans des valeurs et des finalités sociopolitiques. À cette première difficulté, donc à cette expérience de la désorientation de nos engagements, s'ajoute une deuxième difficulté qui est illustrée par le vertige fugace du passager dans le train qui part de la gare. La manière classique, on le sait, de s'interroger sur l'engagement du chercheur consiste à le considérer à l'échelle strictement individuelle, sans prendre en compte son contexte d'activité, indépendamment de tout ancrage institutionnel ou social, à partir d'un point de vue qui se veut lui-même neutre sur le plan de l'engagement, des valeurs morales, sociales ou politiques. On prétend, pour statuer sur l'engagement d'un chercheur, disposer d'un référentiel neutre. On prétend être un piéton immobile sur le quai qui voit le train partir. Mais ces conditions s'avèrent on ne peut plus irréalistes. Et je terminerai ce rapide propos introductif en expliquant pourquoi.
Ainsi que vous le savez trop bien, le chercheur n'est pas un homo scholasticus coupé de tout contexte social ou institutionnel. Un chercheur ou un enseignant, c'est toujours le membre contractuel et salarié d'une institution qui incarne elle-même certains engagements, non seulement intellectuels, mais aussi des engagements politiques. Institution qui dépend elle-même d'une tutelle nationale ayant son propre agenda politique. Ces faits sont triviaux, évidents, mais on a tendance à les oublier quand on discute de ce genre de choses. C'est ainsi, par exemple, que des organismes de recherche tels que l'IRD, INRAE ou le CIRAD sont des institutions pleinement engagées dans des orientations qui mêlent des enjeux scientifiques et des enjeux économiques, sociaux et politiques, par exemple autour des questions de développement dans les pays du Sud. Travailler à l'INSERM ou au CEA, cela revient à assumer des engagements qui, là encore, articulent le scientifique et le politique, qui impliquent des enjeux relatifs aux politiques nationales et internationales de santé ou aux politiques énergétiques. Par sa transformation en agence de moyens, le CNRS se rapproche progressivement de ce modèle. Les universités elles-mêmes n'échappent pas tout à fait à ce constat. À la faveur des transformations des dernières décennies, elles sont de plus en plus liées à un pilotage politique à l'échelle de leur présidence, sous la forme de grands projets d'établissement, de partenariats avec les collectivités locales ou les entreprises, et de priorités de financement ciblées sur certaines thématiques plutôt que d'autres. C'est donc au sein d'institutions de moins en moins neutres, si elles ne l'ont jamais été, d'institutions de plus en plus engagées dans certaines orientations économiques, sociales et politiques, que la question de l'engagement individuel du chercheur peut se poser. Donc, à partir d'un référentiel qui est tout sauf neutre, qui est lui-même en mouvement, ce qui complique singulièrement la tâche de l'appréciation de l'engagement individuel. Si l'on reprend les différents cas de figure précédemment évoqués, on se rend compte de la difficulté de les décrire indépendamment d'un cadre institutionnel de référence. Le chercheur militant, premier cas, pourra apparaître neutre, paradoxalement, si ses engagements militants recoupent ceux de son organisme ou de son établissement. Il ira dans le même sens et donc paraîtra immobile, puisque subissant le même mouvement. À l'inverse, il pourra passer pour un activiste forcené si ses options sont trop éloignées de celles de son institution de rattachement. De même, s'agissant du deuxième cas, le chercheur prétendument neutre devra affronter le paradoxe de passer pour engagé s'il entend mener sa recherche indépendamment des objectifs de son institution. Son apolitisme même sera perçu comme un engagement politique. Alors qu'il confortera au contraire cette impression de neutralité s'il aligne son engagement sur ses objectifs institutionnels, s'il partage donc les engagements de son institution. La neutralité, donc, ici, sera le nom, non pas d'un vrai désengagement, mais le nom trompeur d'une harmonie fortuite entre les engagements du chercheur et ceux de l'institution. D'accord ? On ne paraît engagé, avant tout, par un écart, par un contraste avec, non pas avec un impossible référentiel immobile, avec une impossible neutralité du désengagement, mais par contraste avec les autres engagements qui nous entourent. C'est ce que Marx aurait nommé un phénomène idéologique. L'idéologie consiste, on le sait, à dénier l'ancrage d'une posture prétendument neutre dans une position sociale qui implique toujours certains intérêts, notamment politiques. Qu'en sera-t-il pour finir de la troisième figure de cette conscience malheureuse qui est victime d'une schizophrénie douloureuse entre son idéal de neutralité scientifique, je n'ai pas le droit de m'engager, et son besoin d'engagement politique, je dois m'engager. D'un côté, le fait qu'il n'existe pas de référentiel neutre de son engagement compliquera les choses, puisque cette chercheuse n'aura pas seulement à se définir par rapport à un idéal de neutralité scientifique, mais aussi par rapport à tous les engagements qui sont déjà pris autour d'elle par les institutions qui la portent et qui l'entourent. D'un autre côté, la prise de conscience des engagements de son institution et au-delà de la société qui l'entoure pourra, à l'inverse, contribuer à simplifier la compréhension de sa situation. S'il n'est pas de neutralité scientifique qui vaille au sein d'une institution elle-même dépourvue de neutralité, dès lors, cet écart qu'il a défini ne sera plus celui entre la neutralité idéale d'une recherche pure et un engagement politique aussi nécessaire qu'injustifiable, mais ce sera l'écart qui peut exister tout simplement entre deux types d'engagement, celui de l'institution et celui du chercheur.
Les jeunes chercheurs de l'INRAE, qui contestent la soumission de leur institution à un modèle agricole productiviste, ou les étudiants d'AgroParisTech qui remettent en cause les orientations anti-écologiques de leur formation, ne renient pas la neutralité prétendument virginale de leur recherche. Ils prennent position lucidement dans un espace politique de confrontation entre plusieurs orientations de recherche et plusieurs modèles de société. Ils ne rejouent pas cette tension aussi ancienne qu'illusoire entre neutralité absolue et engagement. Ils choisissent simplement un engagement dans un espace complexe d'engagement possible et réel. La prise de conscience de l'ancrage du chercheur dans un cadre institutionnel dépourvu de neutralité axiologique peut donc avoir un effet libérateur. Il ne s'agit plus de se soumettre à l'impératif illusoire d'une neutralité de la recherche, mais bien de savoir à quoi l'on est déjà engagé. Nous sommes embarqués, comme dirait Pascal, on n'a pas le choix, on est déjà engagé de toute façon. Le simple fait de signer un contrat de fonctionnaire, par exemple, nous engage déjà à tout un tas de choses. Il s'agit donc de savoir à quoi l'on est déjà engagé en menant sa recherche dans une institution et d'évaluer cet engagement à l'aune d'autres engagements possibles. Le chercheur qui s'engage ne trahit donc pas les normes idéales de la recherche, mais il assume de prendre position de manière consciente par rapport à un environnement sociopolitique qui s'incarne dans son institution d'appartenance, notamment. Pour reprendre une dernière fois la métaphore de départ, ce chercheur, il sait qu'il est embarqué dans un train en mouvement, mais que ce mouvement se définit par rapport à d'autres trains en mouvement, d'autres piétons en mouvement sur le quai. Il sait qu'il ne peut pas descendre du train pour observer son mouvement et qu'un référentiel immobile n'existe pas. C'est dans cet espace complexe de la relativité des mouvements d'engagement qu'il devra se définir et qu'il devra parfois subir les accusations de dévoyer sa propre recherche, de trahir l'institution, de ne pas être en phase avec les attentes de la société. Pour peu que ce chercheur ou cette chercheuse prenne conscience du fonctionnement complexe de cet espace, des prises de position, des engagements, pour peu qu'il prenne conscience aussi des illusions que recèle cet espace, il pourra troquer un inconfort contre un autre. Il cessera d'être tiraillé entre une neutralité axiologique et un désir d'engagement. Il sera désormais tiraillé entre plusieurs engagements possibles. Il troquera donc un inconfort contre un autre, mais du moins pourra-t-il se libérer de cette mauvaise conscience, de contrevenir aux exigences de la recherche pure, et du moins pourra-t-il aussi compenser la douleur de passer parfois pour un hérétique aux yeux de l'orthodoxie de son institution, par la conquête d'une lucidité nouvelle sur les enjeux de son statut et de son activité. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.